Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la troisième partie de la suite de l'enregistrement de René Chouet, réalisé le 15 juin 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne. René Chouet, le 15 juin 2009 à Périgueux, suite de l'entretien du 25 mai. Parole de résistants et déportés en Dordogne. René Chouet, le 15 juin 2009 à Périgueux, suite de l'entretien, cassette numéro 2. Monsieur Chouet, on en était resté au meeting. Voilà. Alors, si tu veux, voilà, j'assiste à ce meeting et c'est le bon premier meeting, j'ai inutile de te le dire. Hein. Putain, alors j'entends parler des choses extraordinaires de ces hommes, du clos, etc., de l'appel du 10 juillet 40. Tout. Moi, comme j'étais tout neuf avant, j'ai tout appris là. Alors voilà, et donc à la fin du meeting, constitution de la section du Parti communiste, qui était déjà constituée, clandestinement d'ailleurs, hein. Et voilà que, bon, moi, on m'appelle et voilà, on me remet ma carte du parti. Je me retrouve membre du Parti communiste sans jamais l'avoir demandé, sans savoir si, à force qu'on me dise que les gens me considéraient comme tel, si tu veux, alors que moi j'ignorais totalement, hein, sauf que j'avais bu tout ce qu'on m'avait donné, quoi. Au fond, ça fait de moi un autre homme, quoi. Et voilà. Alors, signature du secrétaire de cellule, Lucien Fournier. Et c'était le gars qui venait me chercher pour aller... Et je découvre comme ça que tous ces gars que j'ai rencontrés, qui me faisaient faire des opérations et qui... mais là, je pouvais mettre un nom, si tu veux. Que tous ces copains avaient un nom et qu'ils étaient membres du Parti communiste. Et que moi, j'étais membre aussi du Parti communiste sans le savoir. Donc voilà ma première carte du Parti communiste, secrétaire de cellule débenzé Lucien Fournier et secrétaire de section, parce qu'il y avait aussi une section, il devait y avoir plusieurs cellules sans doute, du Parti communiste, Jean Lafitte, qui a été un romancier, qui au retour a été secrétaire de Maurice Thorez, pour te dire. Donc voilà. Donc, tu vois, le jeune innocent et romantique, un peu farfelu, qui va en ressort là, voilà. Et là, si tu veux, on nous fait passer une visite. Alors, parce qu'on doit, évidemment, la question du retour se pose. On nous fait passer une visite. On sort, non seulement je sors à peine de cette dysenterie et puis de cette période presque comateuse, quoi, hein, où j'étais déjà en partie, où j'étais cuit. Voilà, ils nous font passer une visite. Et là, ils me trouvent de surcroît tuberculeux. Alors, ils me disent, voilà, tout le camp va être évacué par avion. Donc, toi, on ne peut pas t'amener. On ne peut pas t'amener parce que compte tenu de l'état pulmonaire, on ne peut pas t'amener par avion. Oh, j'ai dit, ça ne marche pas. Hein. Moi, je ne reste pas là. Hein. Moi, je retourne en France, comme les autres. Hein. Alors, ils m'ont fait signer une décharge, comme quoi je prenais sous ma responsabilité le fait d'être transporté par avion. En fait, personne n'a été transporté par avion. On est tous revenus du fin fond de l'Autriche dans des camions découverts, conduits par les Américains sur des routes défoncées. J'aime mieux te dire que tous les kilomètres, je crachais pour voir si je crachais pas le sang. Enfin, non, de la folie, quoi. Et puis, bon, on est arrivé jusqu'à Nuremberg. Alors là, on a aperçu, c'était des carcasses. C'était rien que des maisons, rien que des carcasses. Alors là, c'est Oradour-sur-Glane de l'époque, mais en 100 fois, quoi. C'était effarant. Et bon, on n'était pas prêt de plaindre ce qui nous avait fait souffrir comme ça. Voilà, et puis du coup, de Nuremberg, on est rentré dans des wagons à bestiaux jusqu'à Paris. À Paris, et on a été reçus à l'hôtel de Lutetia, et là, tu avais des centaines de gens qui venaient, qui te proposaient comme ça
vous connaissez un tel, enfin les familles quoi, qui attendaient le retour. Évidemment, tu parles, nous-mêmes, on se reconnaissait pas, sauf que ceux qui étaient, mais on se reconnaît, même après on ne s'est pas reconnu, si tu veux, le fait, on se connaissait quand on était là sur le tas, et qu'on était toujours tous ensemble, on se connaissait de vue comme ça, comme des fantômes, si tu veux, mais lorsqu'on a été, qu'on est revenu physiquement des hommes, un gars pouvait te donner sa photo de la libération, tu risquais pas de le reconnaître. Voilà, donc on revient comme ça à Lutetia, et là, Lutetia, nouvelle visite, ils m'ont dit dépêche-toi à rentrer. Tu as les poumons qui sont touchés, etc. Voilà. Alors de Lutetia, ma foi, on a pris le train. Et puis je suis arrivé à la gare de Périgueux. Alors il faut te dire que à la gare de Périgueux, ma mère y montait tous les jours parce que il y avait peu de postes. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est difficile de comprendre quelle était la situation de télévision. Il n'y en avait quasiment pas, hein. De postes, je me rappelle, il y en avait un dans la rue, nous, qui était un cheminot. Mais malgré tout, les gens savaient à la Libération que la radio avait annoncé que parmi les gens qui étaient sauvés, etc., le jeune redéchoué de Mauthausen, etc., était vivant, qui avait été au camp de Mauthausen. Donc ils ont vite averti ma mère, qui montait tous les jours de Saint-Georges là-bas, aux arrivées des trains de Paris. Alors jusqu'au jour, évidemment, je suis arrivé. La pauvre vieille, elle cherchait son gosse. Elle avait beau le chercher, elle ne le trouvait pas. Alors évidemment, moi, je l'avais retrouvé, ma mère. Et il y avait les copains qui passaient aussi. Comme j'avais joué dans un club cheminot avant, et là, il y avait des copains, tout le monde passait. Bon, on était quelques-uns là de déportés, tout le monde nous regardait, personne nous reconnaissait, là, même pas la mère, tu vois, un peu. Et pourtant, moi, je suis pas resté longtemps, 1 an et demi, à tout casser. Voilà, alors, il arrive un moment où je lui dis, alors tu me veux plus. Oh putain. Terrible. J'entends encore son cri. Ouch. Et j'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. À pauvre. Et là, malgré tout, on a été accueillis bien quand même. Bien. On nous a amenés à la maison. Il y avait des gens qui avaient des bagnoles qui s'étaient mis à la disposition du retour. Et en arrivant à la maison, alors, je rentre à la maison, tout ça. Et c'est marrant comme on ne perd pas les réflexes. Je me rappelle, avant quand on passait la porte d'entrée, il y avait une glace où on se peignait, là. Et hop, je passe le pas de la porte, parce que et je prends le peigne, quoi. Le geste, merde. Il n'y avait plus de cheveux, il n'y avait plus rien à peigner. Et j'entends ma sœur qui dit à ma mère, tu es sûr que c'est lui, qu'on nous en a pas donné un autre. Donc, si tu veux, voilà, on rentre comme ça dans cet état. Mais il faut dire quand même traumatisé. Moi, je disais à ma mère, la pauvre, je lui disais, amène, trouve quelque chose à la campagne, amène, partons de là, je ne veux plus entendre de bruit, je ne veux plus voir personne, si tu veux, quoi. Il y avait un traumatisme terrible, quoi. Voilà. Et puis, ma foi, comme à l'époque, moi je me rappelle, je te dis, j'habitais Saint-Georges, mais à 200 mètres, à 150 mètres, 200 mètres, t'avais déjà des fermes. Et si tu veux, c'était pas comme maintenant, c'est les laitiers qui te portaient le lait, on avait des relations avec tous ces gens, et puis les gens, on savait ils savaient tous à la Libération, quand on est sorti, qu'on était affamés, qu'on avait vécu des choses épouvantables. Et là, les gens portaient à bouffer, tout ça. Ils portaient à manger du pain, des choses comme ça. Mais moi, je peux te dire, pendant toute une période, j'aurais mangé un pain de 10 livres que je me serais rendu compte de quand j'avais toujours faim. Je ne savais plus ce que c'était la faim, la limite de la faim, quoi. C'était d'ailleurs le grand traumatisme dans les camps, c'était ça. Ça faisait partie des obsessions, quoi, hein. Dès que tu avais un moment de repos, non seulement on parlait de la société future, mais automatiquement ça débouchait sur le banquet qu'on allait faire, hein. Ça t'as pas, voilà. Alors voilà, je suis libéré, je viens, mais je suis tuberculeux. Alors bon,
À l'époque, tu n'as pas les antibiotiques ni rien. Et là, on me donne des piqûres. Alors, tu vois comme c'est drôle, hein, revoir la France et revoir ma mère et mourir. Mais là, je suis vivant et on me fout des piqûres. Et moi, les piqûres, j'en ai une trouille, mon pauvre. Alors là, la nature revient. Si bien que j'allais me faire des piqûres en ville chez un toubib qui s'appelait Rebérol, notre toubib de toujours. Mais moi, je prenais les ampoules, je les foutais dans le... Tellement je craignais les piqûres. Tu te rends compte, sortant de là-bas, avoir la trouille de se faire une piqûre. Ça dépasse l'entendement, mais c'est comme ça, la nature humaine, sans doute. Et puis là après, évidemment, il y a eu, ça n'a pas duré bien longtemps, mais le choc, le retour, si tu veux, le fait de plus vouloir entendre de bruit, de plus entendre, parce que le camp, c'est les hurlements, c'est la terreur, c'est les coups, c'est la faim, c'est la soif, c'est tout, c'est le froid, c'est tout ce que tu veux, alors, après quand on revient, tout ça. Alors après, évidemment, je sors un peu. Après, je fais semblant d'aller chez mon toubib en ville et je croise des tas de gars qui ont joué au foot avec moi ou contre moi. En fait, tu sais, parce que Périgueux, à l'époque, il n'y avait pas 30 000 habitants et puis on se connaissait tous. On ne pouvait pas se donner un nom, mais quand tu avais passé toute ta vie dans une ville, on se connaissait tous, les jeunes. Surtout que à l'époque, notre seul plaisir, c'était de se balader sur les boulevards. On descendait du bas de Paris jusqu'à Monoprix et on redescendait. C'est là que se nouaient les amourettes, etc., quoi. Donc on se connaissait quasiment tous. Donc moi je me baladais comme ça, mais les types se retournaient, ils regardaient. Sauf un jour, ils ont réussi à me reconnaître et moi je les reconnaissais. J'avais cet avantage sur eux. Et puis là, sanatorium. Alors, voilà, c'est un sanatorium. Donc je rentre en juillet au sanatorium de Clairvivre, là-bas. Et je vais y passer 2 ans. Mais 2 ans où pratiquement, si tu veux, entre le moment où... Parce qu'après ça m'a passé un peu cette période du silence, si tu veux, où j'avais besoin de retrouver le calme et tout ça. Donc là, en très peu de temps, enfin assez quand même, je sors. Je vais voir, je sors avec les jeunes, je suis jeune encore, et je vais danser. Mais là, je prends une pleurésie, donc impossible de me faire un pneumothorax, parce qu'à l'époque, c'était ça. Hein. Il t'insufflait de l'air entre la plèvre et le poumon pour le comprimer, éviter que si tu avais une plaie, comme c'est un muscle, le poumon, voilà. Donc là, du coup, je rentre au SANA, mais on ne peut pas me faire de pneumothorax. Par contre, on me propose des piqûres, putain. Oui. Alors ça n'a pas duré longtemps. Et puis alors, tu sais, quand c'est comme ça, tu en as les anciens, ça les faisait rigoler, ils te disaient, putain, ils te foutent une piqûre grande comme ça entre les cordes, tu sais. C'était la terreur, quoi. Enfin bref. Et là, tout de suite, j'étais, évidemment, membre du PC, et je suis tombé, moi j'ai eu une chance folle, c'est de tomber sur des types extraordinaires, y compris au sanatorium. Et si tu veux, moi j'ai commencé à avoir ma vie de militant au sanatorium. Enfin, je te parle pas de celle du camp, où là j'étais... c'est au fond là que je deviens ce que je vais rester d'ailleurs. Mais là, un vieux type qui s'appelait Puchemagne, qui était des brigades internationales, célibataire, tuberculeux, tout ça, mais secrétaire de la section du PC, il partait à pied avec son pot de colle et son pinceau dans toutes les communes environnantes, Saint-Mémin, Clairville, Saint-Mémin, Sainte-Trie, Génisse, tout le truc, voir ces cellules. Et progressivement, il nous amenait. Et allez, hop, il nous disait, tu te prépares, c'est toi qui vas faire. Et là, il nous a fait, j'ai fait des écoles de cellules de formation de militants de base. Hein. À l'époque, j'en ai fait peut-être, il nous en a fait peut-être 10. En 2 ans, j'en ai fait peut-être 10. Après, à sortir, je me suis rattrapé, j'ai fait des fédérales et des centrales, enfin bref. Mais le type même du type qui se donne à mort, quoi. Et là, voilà. Et alors, dans cette cité sanitaire, on était 600 ou 700 gars, mais c'était tous des déportés, des SDO, des prisonniers de guerre ou des anciens maquisards qui étaient tombés tubards et qui étaient là. Donc il y avait une ambiance, je te dis pas. Olé olé là-dedans. Et puis on avait beau être tubard et que les toubis nous expliquaient que le BK c'était la même chose pour nous que pour ceux qui l'avaient ramassé comme ça.
Nous, on sortait de, tu sais, on avait été tellement fermés et tout ça, que ça a été l'explosion, quoi. On faisait le mur, on sortait comme des fous, des trucs. D'ailleurs, il y a des tas de copains qui seraient certainement pas morts si on n'avait pas tant fait on allait danser, tout le truc, c'était fou, quoi. Voilà. Et là, j'ai commencé à militer, ça a été le PC, bien sûr, c'était la Fédération des déportés, où je me suis retrouvé dans le bureau. Il y avait une amicale des malades, je me suis retrouvé dans le bureau. Il y avait les jeunesses, je me suis retrouvé secrétaire. Enfin bref, d'entrée, j'ai été, si tu veux, ma vie, voilà quoi. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, j'en étais. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert Paris, d'ailleurs, après. Pas autre chose que le Lutetia, parce que je crois que c'était Georges Marane qui était ministre des anciens combattants ou de la santé, je me souviens plus exactement. Et là, on voulait faire nationaliser Clervivre, le Sanat. Et on était monté en délégation, mais il y avait des vieux briscards, enfin, qui étaient plus vieux. Toujours pareil, tout ça c'est relatif avec mes yeux de 20 ans. Et voilà, quand je me rappelle que mes gosses, quand ils me parlaient d'un gars de 30 ans, me disaient, tu sais, le vieux copain là, tout ça. Je dis, ah oui, voilà. Eh bien, moi j'étais un peu comme ça. Enfin bon, eux ils connaissaient Paris et ils m'avaient amené à Pigalle. Alors là, j'étais consterné. Des belles femmes, sapées à mort. Pour moi, tu vois, une fille une prostituée, c'était quelqu'un de mal sapé, de moche, etc. Alors évidemment, tout ça, ils m'ont fait découvrir un peu tout ça. Ça a été ma première expérience en direction des ministères. Et puis après, quand je suis sorti du sanatorium, je suis sorti en août, et je me suis retrouvé dans un congrès des jeunesses. Je suis sorti en juillet, en août, je me retrouve en congrès des jeunesses avec le Lucien Cornille. On se retrouve canardés, tous les deux dirigeants de la jeunesse, l'UJRF, ça s'appelait à l'époque. Et puis voilà, après ça a été voilà, après ça a été la direction fédérale, et voilà, et ma vie pratiquement au service du parti, voilà. Parce que j'étais capable à l'époque d'être secrétaire de la jeunesse, secrétaire de la Fédération des déportés et dirigeant fédéral du Parti communiste. Mais j'ai été, si tu veux, un type increvable, porté par une foi dans l'homme extraordinaire. Jamais, quelles que soient les circonstances, jamais désespéré. Je crois dur comme fer dans l'homme, je crois dur comme fer dans le peuple, et je pense que le peuple finira par régler ses problèmes, à trouver des solutions véritables. Voilà, si tu veux. Alors, toute ma vie, ça a été ça, quoi. Voilà. Mais ça, je le dois au copain qui m'a sauvé dans les camps. C'est là, j'ai envie de te dire que je garde un souvenir impérissable. Voilà, ben au fond, tu sais tout. Sauf que ça, j'ai été militant du parti, mais bien entendu, si j'avais des gosses à l'école, j'étais dans les bureaux de l'amicale. Partout où il y avait un travail à faire, j'habitais dans les HLM, j'étais dirigeant de l'amicale, partout. Alors, et de toutes les associations de secours populaire, tout ce que tu veux, aussi d'amitié avec les peuples, etc. Voilà. Évidemment, c'est du peuple de l'Est, parce que je ne cacherai pas que j'avais une admiration et que je reste pour le peuple soviétique et l'armée rouge. Staline, c'est autre chose. Voilà, il a réussi à faire en sorte que l'idéal, le plus bel idéal que jamais été proposé aux hommes, soit transformé en caricature épouvantable, c'est-à-dire associant le socialisme à la dictature, etc. Et ça, c'est terrible, ça c'est terrible, ça. Voilà. Et il a contribué à briser le mouvement démocratique à l'échelle. Mais ça, de toute façon, c'est un moment de l'histoire. Les peuples la referont. Voilà. Alors, en gros, tu sais tout. Et la fête continue. J'ai 85 ans. Je viens d'avoir 85 ans. J'ai eu, avec Daniel, alors évidemment, je me suis marié avec Daniel, que j'ai rencontré dans une école nationale de la jeunesse. Elle était au bureau départemental, elle des jeunesses dans le Rhône et moi ici. On s'est rencontrés là-bas. On s'est mariés 2 ans après. On ne croyait pas d'ailleurs quand on s'est connus et qu'on s'est payé une petite fantaisie tous les deux, comme tous les amoureux, que ça se passerait comme ça.
Eh bien, écoute, je pense qu'on s'est épousé non seulement parce que c'était nous, mais aussi parce on a épousé l'idéal en même temps, quoi. Voilà. Alors, on a eu 3 gosses. Alors, évidemment, ces gosses, ils ont des moitiés. Ils ont fait des petits, on en a 6. Et puis maintenant, on vient d'avoir 3 arrière-petits-enfants. J'aime te dire, on est les hommes les plus comblés de la Terre. Voilà. Merci, monsieur Chouet. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.